Bien, on va pouvoir reprendre. L'objectif midi et demi pour la fin de cette matinée est un petit peu compromis. On essaiera quand même de ne pas déborder midi 45, sans quoi ça risque d'être un concert de grognement d'estomac. On poursuit maintenant nos réflexions sur nos rythmes de vie, sur leurs effets néfastes, cette fois-ci pour envisager des perspectives d'action. Si l'accélération est en partie au moins socialement construite, alors on devrait pouvoir agir sur les temporalités pour essayer de limiter les impacts qu'on a évoqués en première partie de matinée. Agir, oui, encore faut-il savoir comment. On va essayer d'esquisser quelques pistes. Olivier Rideau et Christophe Guest sont toujours avec nous et nous avons été rejoints par Solange Martin et Emmanuel Munch, que je salue. Bonjour à vous deux. Solange Martin, sociologue au secrétariat du Haut Conseil pour le climat, mais vous participez à cette table ronde en votre nom propre, ce qui vous permettra aussi de nous parler de travaux précédents que vous aviez réalisés notamment pour l'ADEME. Et Emmanuel Munch, que vous avez entendu tout à l'heure, chargé de recherche au laboratoire Ville, Mobilité, Transport de l'Université Gustave Eiffel. Vous allez notamment nous parler d'un projet de recherche qui vous occupe en ce moment, qui s'intitule Politique de mobilité durable et décélération. Il a même un petit nom, je crois, PMD carré, PMD carré, financé par l'ADEME. Un terme qu'on a entendu à plusieurs reprises depuis ce matin et qu'on a beaucoup entendu ces 2 dernières années, qui a probablement été largement mis en lumière par la crise sanitaire et ces confinements à répétition, c'est la notion de ralentissement qui est aujourd'hui présentée et perçue comme une aspiration sociétale croissante. On aurait collectivement, tous et toutes, envie de ralentir. Encore faudrait-il préciser un peu cette notion, peut-être même la quantifier, cette aspiration au ralentissement. Alors qu'on connaît aujourd'hui assez bien, même très bien, les causes, les manifestations de l'accélération des rythmes de vie, on en a parlé, cette partie est bien documentée. Emmanuel Munch, les aspirations au ralentissement, on ne sait pas encore exactement bien dire ce que c'est. De quoi on parle quand on dit socialement, collectivement, qu'on a envie de ralentir? Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Est-ce que la littérature scientifique, par exemple, peut nous éclairer sur ce que recouvre cette aspiration? Alors, je vais essayer de vous répondre en sachant que c'est une des questions centrales du projet de recherche qui n'est pas finie. Donc, soyez indulgents avec moi. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'aspiration au ralentissement, et ça rejoint un peu les débats qu'il y a eu ce matin, on n'est pas sûr de savoir si, dans la façon dont ça s'exprime dans les enquêtes, si les gens en fait veulent ralentir pour avoir plus de temps libre, sous-entendu, on parlait du sommeil, de se reposer, de vaquer à des activités qu'on peut considérer comme reposantes par rapport à un emploi du temps qui serait trop surchargé et pas reposant et qui exprimerait de la fatigue, ou alors, et les deux ne sont pas forcément inconciliables, mais en tout cas il y a un doute là-dessus, est-ce que en fait l'aspiration au ralentissement, elle décrit pas un sentiment du coup en face de manque de temps qui correspond au fait qu'on est frustré de ne pas pouvoir tout faire. Et auquel cas, c'est plus vraiment du ralentissement, c'est plutôt retrouver du temps ou avoir plus de temps par rapport à un sentiment d'accélération, donc de manque de temps, pour faire encore plus. Et donc ça, c'est un point qui n'est pas tranché et qui doit certainement aussi dépendre des populations enquêtées, mais en tout cas, dans la façon dont on manipule ce concept qui n'est pas vraiment stabilisé sur l'aspiration au ralentissement, il y a ce flou encore. Oui, parce que ralentir, ça pourrait vouloir avoir une meilleure maîtrise des temps de sa vie quotidienne. Ça pourrait aussi vouloir dire, et là je vais peut-être encore plus loin, avoir accédé à une vraie sobriété, mettre en œuvre une vraie sobriété. Il y a aussi peut-être cette piste-là à explorer qui était soulevée ce matin. Quand on parle de ralentissement, Solange Martin, là je fais appel à votre casquette de sociologue. Est-ce qu'on n'est pas sur une aspiration finalement très socialement située? Allez, pour le dire très franchement, est-ce que c'est pas une aspiration de bobo, comme on entend souvent dire, de vouloir ralentir, d'avoir le luxe de pouvoir ralentir? Alors, bobo, je ne sais pas, parce que dans bobo, il y a bohème, il y a bourgeois aussi. Donc, effectivement, en tout cas, c'est une aspiration qui est socialement située. Parce qu'il y a des inégalités et de genre et de revenus, celle du temps recoupe un peu, enfin du temps libre, recoupe ces deux dernières.
Donc il y a une forme de scission entre ceux qui n'ont pas le temps, qui sont débordés. C'est même des fois un facteur de statut social d'être débordés, puis ceux qui, au contraire, ont du temps libre qu'on peut acheter, que les premiers peuvent acheter, donc du temps de service à la personne, du temps de garde d'enfants, de garde de personnes âgées ou de femmes de ménage, par exemple. Donc oui, tout à fait. C'est une aspiration qui est très, on va dire, socialement située de manière différente. Christophe Gay, le Forum Vie Mobile a tenté ces dernières années de mettre de la chair sur cette aspiration au ralentissement, d'aller voir plus précisément ce qu'elle voulait dire et puis par qui elle était exprimée et ce qu'elle pouvait recouvrir comme action concrète. Par exemple, en mai, vous avez mené une enquête dans la région Grand Est. Il y avait eu déjà, je crois, une enquête internationale en 2016 sur les aspirations en matière de mode de vie, de mobilité, qui abordait cette question du ralentissement. Et puis cette année, vous l'avez juste mentionné tout à l'heure, vous avez organisé un forum citoyen sur le thème mobilité et travail dans 4 villes françaises. Je crois que les résultats ont été présentés ces jours-ci ou vont être présentés, en tout cas sont à peu près finalisés. Qu'est-ce que vous y avez appris dans ce forum citoyen sur ces envies, ces aspirations au ralentissement Alors, en fait, on va présenter les résultats plutôt au mois de janvier. Ah donc bon, on est toujours pas d'avant-première aujourd'hui. Alors, un petit peu. Je vais quand même essayer de vous en dire un peu sur le contenu. Donc je peux pas faire. D'abord, parce qu'on est encore en train de travailler dessus, donc je peux pas dévoiler des choses qu'on ne maîtrise pas entièrement. Mais j'ai quand même essayé de picorer sur les éléments qui étaient les plus significatifs par rapport aux questions que vous posez. Je voudrais juste rappeler, parce que effectivement, tout est parti pour nous de l'enquête qu'on a menée en 2015 sur les aspirations. C'est une enquête internationale qui portait sur 6 pays, 3 pays européens, 3 non européens, dont États-Unis, Japon et Turquie. Et on avait voulu mettre les gens en position de répondre à ce qu'était leur mode de vie idéaux en termes d'aspiration, sous l'angle de la mobilité, de manière à sortir des contraintes du quotidien et à essayer de dessiner un univers de désirabilité. Et on a été massivement surpris par le résultat. 8 personnes sur 10 dans l'ensemble des pays concernés ont indiqué vouloir ralentir. Et l'autre grand résultat massif, c'était que les gens désiraient vivre en plus grande proximité, soit une proximité spatiale, soit une proximité temporelle. Donc le problème, c'était un peu de savoir exactement ce qu'il y avait derrière ces notions. Et donc on a commencé à réfléchir d'abord à travers des études qualitatives, et puis ensuite à travers une évolution de notre vocation sociale, puisque nous sommes un think tank de la mobilité, et on a voulu ne plus simplement réfléchir par rapport au savoir des experts, des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais on a aussi voulu impliquer les citoyens. Et donc on a réfléchi à l'élaboration d'un dispositif de démocratie participative qu'on a appelé le Forum citoyen des vies mobiles, qu'on a beaucoup travaillé pour qu'il soit véritablement démocratique et qui permette vraiment de créer les conditions d'une délibération la plus, la plus ouverte possible, où chacun puisse être représenté. Donc ça nous a amené en fait à déterminer un dispositif avec 120 citoyens, vraiment avec un vrai travail pour que la diversité des modes de vie, de la personne sans domicile fixe au cadre, au potentiel, soit vraiment représentée. Avec les gens qui travaillent de nuit, les gens qui ont des horaires de travail décalés, etc. Voilà, on a fait un énorme travail là-dessus. Parce qu'on voulait prendre en compte les dimensions territoriales, on a pris en compte le travail qui a été fait par l'actuelle Agence nationale de la cohérence des territoires, qui a conduit à travailler sur l'Île-de-France, les territoires en dynamique, les territoires en déprise et les territoires d'outre-mer. Et donc, on vient de terminer cette année parce que le dispositif a été repoussé du fait de la Covid. Et donc, pour répondre maintenant à ce qu'on a pu retrouver dans ces dispositifs, on se rend compte qu'on peut probablement... alors, dans les aspirations qui ont été formulées, donc, on a vu des choses du type augmenter le temps libre pour permettre une vie familiale plus épanouie, diminution du stress, moins de contraintes horaires, plus de temps pour soi, répondre aux besoins réels des gens et remettre l'humain au centre. Donc je ne les cite pas toutes, bien sûr, il y en a énormément. Mais en fait, au final, on se rend compte qu'on doit pouvoir réorganiser les propositions autour de 3 grands axes. Un grand axe, le numéro 1, c'est pouvoir vivre hors des grandes villes. Et donc on y reviendra certainement tout à l'heure, mais au fond, derrière ça, il y a l'idée de
finalement de passer moins de temps à se déplacer afin de pouvoir vivre en plus grande proximité, effectivement, c'est-à-dire pouvoir finalement pas passer plus d'une heure à se déplacer et en ayant toutes les activités commerciales, économiques, sociales qui sont accessibles dans un rayon, et ça hors des grandes villes. Donc c'est une aspiration importante, parce qu'évidemment, clairement aujourd'hui, c'est pas facile, voire même impossible dans un grand nombre de territoires. Deuxième type d'aspiration qui a été formulée, c'est l'idée qu'il fallait apaiser les déplacements liés au travail. Et le troisième grand type d'aspiration qui a été formulé, c'était l'idée de renforcer le pouvoir donné aux citoyens. Et donc, par rapport à ça, je vais donner 2 exemples de propositions qui ont été formulées, après avoir indiqué déjà qu'il y avait cette idée de vouloir pouvoir vivre hors des grandes villes et donc d'avoir la possibilité de vivre en plus grande proximité. On a eu aussi une formule qui demande à ce que les entreprises prennent en compte les contraintes, plus fortement les contraintes des salariés, en termes, à travers des systèmes d'entretien, et que ça puisse avoir un impact au fond sur l'organisation du temps de travail, en termes d'individualisation du temps de travail, de flexibilisation du temps de travail, en termes de liberté donnée pour le télétravail, de manière à ce qu'en fait, on fasse sauter la contrainte qui pèse très souvent sur les déplacements en lien avec le travail. Et puis un autre exemple de proposition que je vous présente, c'est l'idée de faire que les citoyens puissent se prononcer, soient impliqués avec un vrai pouvoir d'influence et pas simplement de consultation sur les questions qui portent sur tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, le travail et les rythmes de vie. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on discerne finalement, pour revenir sur la question initiale que vous posiez, c'est qu'on voit bien qu'en fait, il y a un enjeu absolument central sur le contrôle finalement sur les rythmes de vie. Et que ce contrôle sur le rythme de vie passe par une action sur les temporalités, mais passe aussi sur une action sur le territoire. Et ça veut dire qu'il faut que les acteurs, un certain nombre d'acteurs politiques, économiques, intègrent beaucoup plus ces questions dans leur action. Sur cette porte d'entrée qui est la vôtre, celle des mobilités, j'ai l'impression que le lien avec le ralentissement se fait de façon peut-être plus facile dans les esprits, parce qu'on associe volontiers les transports, les mobilités à la vitesse, et peut-être qu'on a déjà dans nos imaginaires ce que peuvent être des mobilités plus ralenties, pour parler par exemple des mobilités douces. Par contre, sur le numérique, Olivier Ridoux, je m'interroge, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ralentir ? C'est un peu compliqué à dire. Je pense que c'est d'abord moins consommé. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est pas d'aller vraiment moins vite, c'est d'avoir moins de sollicitations. Je pense que le sentiment de vitesse, d'accélération, etc., vient de la multitude des sollicitations, en tout cas pour ce que permet le numérique. Et du coup, on n'a pas tellement, je pense, aucun intérêt à faire que les ordinateurs calculent moins vite. On a plus intérêt à ce que l'organisation de la société ne s'aligne pas sur la vitesse des ordinateurs. Et donc, ça veut dire moins de sollicitations, moins d'appareils numériques de toute nature, moins de terminaux, pas avoir simultanément un téléphone, une tablette et puis un écran d'ordinateur portable allumé. Donc, la vitesse, c'est pas parce que... Je ne pense pas qu'il y ait une corrélation si directe que ça entre la vitesse des appareils, qui est extraordinaire, et la vitesse ressentie. C'est surtout le système social qui se construit dessus, qui lui crée une vitesse ressentie. Donc il faut arriver à une forme de découplage entre les deux. Et du coup, on tombe plutôt sur une question de sobriété, de modération de l'usage, et pas sur une question technique de la vitesse de ces matériels. Sur ce ralentissement, sur ces aspirations au ralentissement, Emmanuel Munch, vous et vos collègues estimez qu'il y aurait une carte à jouer en utilisant ces aspirations sociétales qui s'expriment pour les mettre au service d'objectifs de transition écologique. Alors expliquez-nous cette jonction que vous essayez d'opérer, qui n'est finalement aujourd'hui pas vraiment creusée, alors qu'elle fait assez sens, en tout cas intuitivement, on peut voir le lien.
Oui, justement, moi je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu contre-intuitives là-dessus et qui méritent d'être expliquées, mais il n'y a pas de souci. Juste pour quand même donner aussi un peu un cadre sur la recherche que je mène actuellement, une partie des objectifs se fixe sur justement la compréhension de ce que ça signifie, le sentiment de manque de temps et l'aspiration à la décélération du point de vue des ménages. Et donc là, en fait, on travaille avec le Forum Mobile. Moi, j'ai suivi le projet de Forum Citoyen. Et donc, ça, c'est voilà, quand même pour dire qu'on travaille ensemble et qu'on a des éléments aussi à vous apporter en commun, certainement. Et puis, la deuxième partie, elle s'intéresse, et c'est la partie peut-être qui intéresse le plus l'ADEME, à la façon dont la décélération des rythmes de vie, des mobilités pourrait être pensée en termes de politique publique et de politique de mobilité. Et donc, à ce titre-là, ça j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais j'ai fait un certain nombre d'enquêtes de terrain dans des villes qui s'appellent des cheetah slow, donc littéralement des villes lentes. Et je suis aussi membre du réseau Tempo territorial, ce qui me permet aussi de réaliser des enquêtes dans des villes qui ont des bureaux des temps pour voir la façon dont ils saisissent de cette question de la décélération. Bref, parenthèse refermée sur le cadre. Sur le sujet, je vais essayer d'être bref. Donc on en a parlé ce matin. Il y a un constat qui est démontré empiriquement sur les liens entre augmentation des vitesses de déplacement, augmentation des distances parcourues, et donc augmentation potentielle des activités auxquelles on peut accéder. Donc ça veut dire qu'en gros, plus on se déplace vite, plus on peut accéder à un univers étendu d'opportunités, et que c'est par ce biais-là qu'on aura un sentiment de manque de temps de plus en plus accru. Donc ça, c'est le constat, si on veut, qui peut être considéré comme problématique. Et nous, ce qu'on essaie de développer, et là, c'est plus un constat, c'est plutôt un postulat, où on se dit, tiens, on n'est pas sûr, mais ça vaut le coup de s'intéresser à cette entrée-là. C'est plutôt la réciproque de ce constat. Et donc, c'est qui consiste à dire, bah, OK, s'il y a ce constat, peut-être que si on va moins vite, on va moins loin, on fait moins d'activités, et donc on manque moins de temps. Et donc, s'il se trouve qu'il y a 80% des gens un peu partout dans le monde, quand on leur demande ce à quoi ils aspirent en termes de futur mode de vie, et qui répondent, ah ben moi, j'aimerais bien ralentir, et ben on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'on peut saisir des aspirations des populations qui souhaitent retrouver du temps pour construire des politiques de mobilité vertueuses écologiquement, puisque l'idée serait donc de dire qu'en construisant des politiques qui vont dans le sens d'un ralentissement des vitesses de déplacement, on pollue moins et on répond aussi à l'attente des populations qui consiste à être moins suroccupées. Donc c'est ça le pari scientifique qu'on tente avec ce projet. Vous disiez qu'il y a peut-être finalement quelque chose d'un peu contre-intuitif, et j'y réfléchissais en vous écoutant. C'est vrai que quand on parle de transition écologique, on retrouve toujours ce verbe accélérer. On se dit qu'il faut accélérer la transition écologique, qu'il faut mettre un coup d'accélérateur, qu'il faut booster. Solange Martin, est-ce qu'on pourrait en fait stratégiquement se dire bon, on va pas ralentir finalement, on va continuer à accélérer et on va miser sur nos rythmes un peu effrénés pour essayer de glisser de la transition là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser de cet ordre-là, ou est-ce qu'il faut écarter tout de suite cette idée? Alors, souvent, les sociologues, on a le rôle de rabat-joie en général dans ces histoires-là, parce qu'on aime bien regarder les signaux faibles, les signaux émergents. Donc, effectivement, il y a un besoin une expression pour un besoin de ralentissement qui, par ailleurs, est situé quand même socialement. Qui n'est pas forcément partagé par toute la population de la même façon, dire qu'on va pouvoir capitaliser dessus. Alors c'est vrai, il y a des choses à faire. Je ne dis pas qu'il faut rien faire à ce niveau-là, mais peut-être que la sagesse ou les recherches d'efficacité à court terme, puisqu'on a une urgence climatique, c'est peut-être de rentrer dans ces normes sociales qui sont quand même très largement partagées et qui, dans les projets de changement de comportement ou de pratiques sociales, sont un peu des données. Donc ces normes sociales très largement partagées dans nos sociétés, il n'y en a pas énormes, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc il y a notamment la connectivité. Si vous êtes plus connecté, vous êtes au banc de la société. Il y a la mobilité. On sait bien que, par exemple, pour atteindre... Dans la recherche d'emploi, il y a des besoin des fois de remettre le pied à l'étrier de la mobilité pour les personnes afin qu'elles atteignent un emploi. Donc c'est un facteur d'exclusion sociale si vous n'êtes pas mobile. Il y a aussi le confort, c'est-à-dire je ne suis pas sûre qu'on soit tout à fait prêt à vivre dans des
bâtiments peu chauffés, enfin vraiment peu chauffés. Et puis, il y a aussi une forme d'intensité, c'est vrai, mais de recherche du temps libre, du temps de loisir. Donc, on est aussi des sociétés du loisir et de l'épanouissement personnel. Alors, avec méditation, une ou deux narines, voilà. Mais en tout cas, voilà, la recherche d'être soi, de s'épanouir soi. C'est-à-dire, à mesure que le social s'est désinstitutionnalisé, d'une certaine manière, nos identités sont moins faites de notre appartenance à un territoire, à un groupe social, à un statut professionnel. Elles sont plus, et c'est une forme de liberté aussi qu'on a gagnée sur ces logiques et ces contraintes collectives, elles sont plus choisies. Du coup, voilà, il faut être. Donc il y a d'ailleurs un ouvrage qui s'appelait De la fatigue d'être soi. Donc c'est vrai qu'être soi, des fois, s'épanouir, voilà, c'est compliqué et ça prend du temps. Donc comme on a ces normes-là, peut-être qu'il est plutôt plus, comment dire, prudent déjà de regarder comment on peut s'inclure dedans. Alors il est vrai que bon nombre de pratiques écologiques sont chronophages. Si vous voulez cuisiner à domicile, il n'y a pas plus rapide que Uber qui vous livre, Uber ou d'autres d'ailleurs, où le plat réchauffé au micro-ondes, dès qu'il va s'agir même d'assembler de la nourriture, ça prendra plus de temps. Prendre le vélo ou les transports collectifs, alors ça dépend des métropoles et du niveau de cogestion, mais en règle générale, ça prend aussi potentiellement un peu plus de temps. Toutes les pratiques zéro déchet, c'est-à-dire que si vous devez aller au supermarché avec tous vos tupperwares, déjà, il faut les préparer, après, il faut les laver. Les couches lavables, je vous en parle pas. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est très chronophage. Si c'est la seule chose qu'on a proposée aux gens dans la société dans laquelle on est, j'ai peur qu'on soit assez vite limité. Donc, en revanche, il y a d'autres choses à faire. Et alors, j'avais deux petites diapos. Oui, c'est le support numéro 6. Voilà. Alors déjà, peut-être la première qui est en rapport avec ce sur quoi j'avais travaillé à l'ADEME avec ma collègue Alban Gaspard. Donc c'est un ouvrage qui est tout à fait téléchargeable en ligne gratuitement. Vous avez un petit film de 3 minutes qui s'appelle « Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité ». Donc vous tapez ça sur Google et voilà, tout ceci évidemment gratuit. C'est pourquoi c'est compliqué toutes ces choses-là et pourquoi ne focaliser que sur l'agir individuel comme le font quand même beaucoup les campagnes de communication, c'est très limité. Parce qu'évidemment, on pense comportement pratique, on voit l'individu, c'est logique. Le problème, c'est qu'on a vu qu'il était traversé de plein de contradictions, notamment avec nos comédiens. Et puis, par ailleurs, on ne sommes pas des Robinson Crusoe. On ne vit pas sur des îles désertes séparées des autres, on vit déjà dans des petits groupes. Les petits groupes, c'est des liens assez forts et pérennes. Alors, vous avez la famille, le réseau d'amis, les collègues, le voisinage. Déjà, si vous avez des enfants, votre temps, il est très largement structuré par le fait que vous ayez des enfants en âge scolaire. Voilà, vous ne prenez plus vos vacances n'importe comment. Voilà, il y a des rythmes. Vous ne pouvez plus travailler la moitié de la nuit et puis le matin, voilà, vous levez à point d'heure. Non, ça, c'est plus possible. Et puis tous ces petits groupes, ils prennent également place dans des catégories, dans des collectifs plus importants, que sont les catégories sociales, les sociétés, les cultures, les civilisations, voire même l'humanité. Là, vous allez aussi avoir des choses qui se jouent. Et puis tout ça, quand on pense pratique, déjà, on pense souvent individuel et pas collectif, mais on pense aussi humain et pas non humain. Alors non humain non seulement vivant, mais aussi inerte. Donc tout ce qui est aménagement, technologie, etc. Et ça aussi, ça guide en partie très largement l'agir individuel. Alors en face, je vous ai mis, mais très, très rapidement, en gros, les sciences humaines et sociales, parce que chacune vont avoir voilà, un point de vue pour éclairer l'action individuelle. Donc, en gros, qui regarde à partir de la focale individuelle, vous allez avoir la psychologie, la microéconomie, l'économie comportementale. Et puis, sur les collectifs plus importants, je n'ai pas mis les sciences politiques, mais elles sont avec la sociologie à ce niveau-là. Donc, la psychosociologie, la théorie des jeux, et puis la sociologie, l'anthropologie et les sciences politiques, qui sont entre le méso et le macro, vont traiter justement des leviers vraiment collectifs. Alors, tout ceci imbriqué, je veux bien la slide suivante. Ce qui veut dire que si vous devez agir, faire changer la pratique, l'action d'une personne, eh ben, il faut aussi non seulement cibler l'individu, mais aussi tous les acteurs qui sont plus ou moins proches, qui ont un impact sur le contexte social, économique, matériel et normatif de l'individu. Alors, en gros, dans les outils de politique publique, on les
Voilà, alors il y a différentes typologies qui existent, mais en gros, vous allez pouvoir jouer soit sur des formes d'incitation. Alors, il y a les incitations économiques. Souvent, les gens pensent que c'est coercitif, c'est contraint. Oui, parce qu'il y a une contrainte de budget, c'est-à-dire, mais ça reste une incitation. Après, vous faites les arbitrages que vous voulez. Et puis, les instruments d'information de communication, et puis d'aménagement et d'infrastructure, et puis les instruments juridiques. Ce qui veut dire que dans nos histoires, il va falloir réussir à articuler tout ça de la bonne manière. Et notamment sur la problématique de l'alimentation, on sait qu'en gros, l'alimentation, c'est devenu une activité résiduelle. C'est vraiment une variable d'ajustement, y compris budgétaire, c'est-à-dire qu'on met de moins en moins d'argent dans son alimentation, alors que la transition alimentaire voudrait qu'on paye plus cher l'alimentation et qu'on fasse plus soi-même. Donc l'idée pour pas payer plus cher, c'est peut-être de consommer moins de viande parce que et plus de protéines végétales. Donc ça permet de rééquilibrer le budget et puis de jouer sur les leviers collectifs, c'est-à-dire sur l'offre. Donc ce que vous allez trouver dans la restauration collective, et puis ce que vous allez pouvoir éventuellement ramener chez vous. Et là, on reste dans le fait qu'on veut une nourriture pratique et qui ne prenne pas beaucoup de temps et qui néanmoins va correspondre aux enjeux environnementaux. Et puis, j'ai peut-être un autre exemple sur la mobilité, si vous le souhaitez, mais il y a de grosses marges, en tout cas, sur la pratique du vélo en ville, évidemment. Surtout qu'avec les nouvelles technologies vélo électrique, on peut quand même voir des distances plus importantes. En gros, les gens n'ont pas tous des vélos électriques. Par contre, on a à peu près tous des vélos en France. Le problème du vélo, c'est pas le fait d'en avoir un. Après, il y a des gens qui ne savent pas en faire. Donc, il y a aussi des problématiques de compétences individuelles. Mais ce qui manque pour la pratique du vélo, c'est vraiment les aménagements, les pistes cyclables en ville, les garages au niveau du domicile et au niveau du travail. Et c'est ça qui va permettre que ça fonctionne. Alors, si vous arrivez à jouer sur le coût temporel du vélo par rapport au transport collectif ou la voiture en mettant des pistes cyclables partout et qu'en fait, ça va devenir plus compliqué de prendre sa voiture et moins efficace, vous restez dans cette recherche de temps, mais vous avez en fait joué sur les avantages et les inconvénients comparatifs des différents modes. Donc c'est aussi une autre manière de faire que de chercher à ralentir, même s'il faut de toute manière ralentir et de la sobriété. Mais ne pas oublier qu'on a aussi des marges de manœuvre sans remettre en cause ces exigences, puisqu'on sait qu'on veut du temps, mais on veut aussi du temps pour soi, et que donc la recherche de tout ce qui est de temps contraint de transport, d'alimentation, tâches ménagères, etc. On va chercher de toute manière à le réduire. Donc ralentir, ne pas forcément chercher à ralentir, mais plutôt aussi miser sur nos rythmes tels qu'ils existent aujourd'hui. On peut aussi agir sur les temporalités d'une autre façon. D'ailleurs, un exemple rennais a été cité en ouverture par André Croc, c'est essayer de décaler, notamment décaler les heures de pointe. C'est l'exemple qui vient spontanément à l'esprit. Emmanuel Munch, je fais un petit retour en arrière, puisqu'avant de travailler sur le projet dont vous nous avez parlé et sur lequel vous allez revenir tout à l'heure, vous avez consacré votre thèse à un paradoxe. Vous vous êtes penché sur les cadres franciliens qui travaillent en horaire flexible, qui ont donc normalement toute latitude dans le choix de l'horaire pour arriver au travail. Et ce que vous avez mis en évidence dans ce travail, c'est ce paradoxe. Mais finalement, ils arrivent à peu près tous à la même heure. Comment l'expliquer peut-être? Est-ce que ça veut dire que les politiques aujourd'hui qui se développent de flexibilisation, de décalage, de lissage de cette heure de pointe sont vouées à l'échec si on ne prend pas en compte certains paramètres? Oui, je veux bien essayer de répondre par rapport à ce sujet sur l'heure de pointe, mais j'aimerais bien essayer de le connecter avec le sujet, avec le ralentissement, parce que j'ai peur qu'après, sinon, il y ait beaucoup d'enjeux qui soient soulevés et qu'on n'arrive pas forcément à tout comprendre ou tout lier. Mais donc, pour dire rapidement ce qui sortait des travaux sur le problème de l'heure de pointe et des horaires de travail, moi, j'ai travaillé sur le contexte et le terrain francilien, qui est un terrain où il y a beaucoup de cadres aux horaires flexibles. Et bien, ces cadres aux horaires flexibles, il se trouve qu'ils arrivent plus au boulot en même temps, pendant l'heure de pointe, que les gens qui sont contraints par leur horaire de travail. Et donc là, il y avait quand même un point d'interrogation, parce qu'il faut savoir que les horaires de travail flexibles, quand elles ont émergé au début des années 70 en Suisse puis en Allemagne, elles étaient pensées précisément pour que les gens évitent les bouchons. C'est-à-dire, ils disaient, mes employés, ils perdent du temps dans les bouchons, ils sont fatigués, on va leur donner un peu de marge. Et
40 ans après, on se rend compte qu'en fait, il se produit exactement l'inverse. Les gens sont encore plus dans les bouchons avec des horaires flexibles. Donc bon, par rapport à la question des heures de pointe et la façon dont on peut essayer d'agir sur les horaires de travail pour étaler les flux, il y a quelques éléments à avoir en tête. Quand on se demande justement pourquoi les gens arrivent plus en heure de pointe quand ils ont a priori le choix de leur horaire. Le premier, c'est l'horaire des écoles. Il y a quand même, moi, sur mon terrain, c'était 20-25% à peu près des enquêtés qui étaient contraints par l'horaire de dépose des enfants à l'école. Et en fait, cet horaire de dépose des enfants à l'école, il a aussi un effet rebond. Alors là, c'est un peu une nuance par rapport à la façon dont on utilise le terme d'effet rebond, mais c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans mon environnement de travail qui est très contraint par quelque chose comme le fait de déposer ses enfants à l'école, et ben moi, je vais me synchroniser en fonction de lui. Donc moi, je dis souvent que les horaires d'école, c'est le plus grand synchronisateur de la vie sociale et quotidienne. Donc si on veut faire en sorte que les gens se déplacent moins en même temps en se rendant au travail, peut-être penser l'échelonnement, et après ça se joue à quelques minutes. Il ne s'agit pas de penser la désynchronisation de la vie sociale. Moi, j'ai jamais voulu défendre ça, mais par contre, des choses un peu plus étalées à l'échelle du quart d'heure. Les horaires de réunion en entreprise, l'horaire du conjoint, donc en fait l'heure de pointe, on peut le voir comme quelque chose qui relève d'une contrainte, tout comme en fait la résultante d'une espèce d'agrégation de préférence. En fait, c'est ce qui est le plus pratique pour tout le monde, c'est ce qui permet de se synchroniser, c'est ce qui. Donc voilà, à manipuler avec précaution aussi. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut plus déjeuner ou dîner avec son conjoint pour qu'il n'y ait plus de monde sur la route, ça n'a pas de sens. Et puis le dernier axe, et je pense qu'il me permettra, si je peux, d'essayer de faire le lien avec le sujet sur le ralentissement, qui en termes de résultats était à mon sens un peu plus novateur que les horaires d'école, ces choses-là, on commençait à le savoir. C'est la question de moi ce que j'ai appelé les normes sociales d'horaire de travail. En gros, le fait que ce soit mal vu d'arriver après les autres au boulot. Et quand on regarde en fait la courbe de fréquentation des transports en Ile-de-France, c'est pas une courbe qui est symétrique. C'est-à-dire qu'avant le pic d'arrivée qui est autour de 9h, 9h30 au travail, ça monte progressivement. Mais par contre, à 9h30, on parle souvent d'horaire plancher. Après, c'est fini. Il y a une tolérance jusqu'à 9h30. Et donc, ça veut dire que si on essaye de faire en sorte que les gens remplissent, utilisent les transports, les routes de façon plus efficiente en termes de la gestion du réseau de transport, il faudrait surtout faire en sorte qu'il y ait une partie des gens qui arrivent un peu après. Puisqu'un peu avant, en fait, il y a déjà des gens qui sont sur... Voilà. Donc, ça veut dire faire en sorte que dans le monde du travail, ce soit toléré, possible, socialement, qu'il y en ait quelques-uns, encore quelques brebis égarés qui arrivent un peu après et qu'on ne se dise pas, ils foutent rien, ceux-là, ils arrivent après les autres. En gros, je caricature. Et donc, rapidement, pour essayer de faire le lien avec la question du ralentissement et du choix, parce que c'est ça, en fait, ce qui est révélé par rapport à ce sujet sur l'heure de pointe, c'est qu'on dit... Voilà, on va laisser le choix aux gens de choisir leur horaire de travail et par agrégation, ça va répondre à un problème collectif. Et donc, moi, je crois qu'il y a un peu le même problème avec la question de l'aspiration à la décélération, c'est-à-dire que, comme je vous disais au début, pour certaines personnes, alors, je vais le prendre autrement. Quand on étudie les mouvements slow en général, effectivement, ce qui revient systématiquement, c'est l'idée de reprendre le contrôle sur des rythmes sur lesquels on a perdu le contrôle, en fait. Et donc, une des manières de répondre, effectivement, c'est de dire redonnons du contrôle, redonnons des marges de manœuvre, et en ce sens-là, on répondra à une aspiration relative au slow. Et donc, vous voyez, donc, sur les horaires de travail, on donne des marges de manœuvre aux gens. Ils ont plus de choix, ils peuvent concilier leur vie comme ils l'entendent. Et puis, en fait, il se passe quelque chose qui relève de quelque chose, semble-t-il, d'un peu déceptif en termes collectifs. Et donc, par rapport à ce doute sur qu'est-ce que ça veut dire l'aspiration à la décélération, moi, il me semble que c'est pas possible, c'est pas suffisant de dire simplement laissons la possibilité aux gens d'avoir plus de choix dans la façon dont ils organisent leur temps. Et que ça va leur permettre de retrouver une façon souhaitable à leur échelle d'agencer leur temps. Moi, je pense qu'il est nécessaire justement de questionner ce qui relève plus d'un ordre collectif et donc de normes. C'est-à-dire quand bien même on a le choix, en fait, on est traversé par des normes, des valeurs, ce qu'il est bon de faire. Et que tant qu'on n'a pas questionné plus globalement ce que ça signifie aller vite, ce que ça signifie être à l'heure, et ben en fait les gens ils resteront contraints dans leur choix. Et ça, je vous donne juste un exemple parce que je pense qu'il est assez illustratif là, moi en termes théoriques sur ce que ça signifie, mais en termes
de politique publique. Du coup, moi, mes 2 terrains de recherche sur l'aspiration et la décélération principaux, mes 2 terrains principaux, c'est les bureaux des temps, ceux qui font des politiques temporelles que je côtoie depuis des années maintenant. Et puis d'un autre côté, un réseau de villes qui s'appelle Chitaslo. Alors après, on peut regarder ce que font précisément ces territoires en termes de politique publique, mais c'est aussi intéressant de regarder comment est-ce qu'ils se positionnent. Et donc, la philosophie slow, c'est quand même l'idée d'une remise en question d'un ordre économique qui mettrait au cœur des valeurs justement l'idée d'intensification, d'accumulation, d'optimisation qui aurait des effets néfastes sur le vivre ensemble en termes temporels. Et le positionnement, en tout cas moi, tel que je l'ai interprété dans la façon dont les bureaux des temps ont émergé en France au début des années 2000, on n'est pas sur un positionnement par rapport à l'accélération, par rapport à quelque chose qui irait trop vite par rapport à la croissance économique. On est sur un positionnement sur la conciliation, la synchronisation, la coordination. C'est souvent ces termes-là qui reviennent entre ce qui peut être souhaité à l'échelle d'un ménage, d'un individu en termes d'organisation du temps, et ce qui relève de l'ordre temporel collectif, les horaires d'école, les horaires de bus, les horaires d'entreprise. Donc, au travers des politiques temporelles, est plutôt mise en avant l'idée qu'on va donner des marges de manœuvre supplémentaires pour que les gens puissent agencer leur temps le mieux possible par rapport à quelque chose auquel on ne peut pas toucher, les horaires d'école, les horaires d'entreprise, etc., qui relèvent de l'ordre collectif. Et moi, je trouve qu'il y a un exemple illustratif qui montre bien la limite. Ce n'est pas du tout pour critiquer l'action des politiques temporelles, puisque j'y prends part aussi à plein d'égards, mais c'est l'exemple des crèches, des horaires d'ouverture des crèches, que je reprends souvent, où on dit, voilà, c'est quand même un problème. Il y a des gens qui n'ont justement pas assez de marge de manœuvre en termes temporels, qui ont des horaires de travail contraints le soir ou très tôt le matin, et donc on va élargir les horaires d'ouverture des crèches. Et de ce point de vue-là, on va permettre aux gens d'avoir justement plus de marge de manœuvre et d'accéder aux services de garde d'enfants alors qu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Très bien. La seule chose, c'est qu'en faisant ça, en fait, on favorise, si vous voulez, l'ordre temporel collectif qui irait dans le sens d'un allongement du temps de travail ou des horaires atypiques. Et donc, en se faisant l'amortisseur comme ça d'un système, en proposant simplement des marges de manœuvre supplémentaires, encore une fois, on le favorise. Et ça vaut pareil pour les horaires de transport. Très bien qu'il y ait des bus qui passent à 5 h du matin pour qu'on puisse aller travailler à 5 h du matin. Mais peut-être que s'il n'y en avait pas, il n'y aurait personne qui travaillerait. Voilà. Et peut-être que le problème, c'est d'aller travailler à 5 h du matin. Olivier Ridoux, sur le volet numérique, là on parlait de laisser des marges de manœuvre, imaginer des actions un peu qui amortissent comme ça. J'ai du mal à le transposer sur le numérique. Vous êtes plutôt partisan, je crois, en matière de sobriété, de passer par des choses qui sont plus de l'ordre de la norme, de la réglementation. Alors, pas tellement sur la gestion du temps, mais plutôt sur la gestion des ressources. Effectivement, il me semble qu'actuellement, le numérique, c'est une activité qui est très très peu normée, au sens technique ou même réglementaire. Il y a plein de règlements qui portent sur ce que c'est qu'une voiture, quelle est sa taille maximum, sa vitesse maximale, son poids, etc. Et on a vraiment un champ qui est beaucoup plus ouvert dans la technique numérique. C'est-à-dire que si on trouve un moyen d'aller plus vite, on le fait. Si on trouve un moyen de faire plus de calculs, on le fait. Donc c'est un peu la philosophie, on va dire, californienne sur ce thème, cette question-là. Et du coup, je pense qu'on a vraiment besoin de contrôle. Quelque chose qui définisse ce qu'est la consommation maximale d'un ordinateur et des choses comme ça. Alors, évidemment, en distinguant l'ordinateur privé, particulier, de l'ordinateur qui sert à un travail professionnel. Mais de la même façon qu'il y a des véhicules privés et des véhicules avec des taxes et des normes différentes pour le travail. Donc, je pense qu'on a vraiment... il y a un champ presque vide de normalisation. Et je ne parle pas vraiment de normalisation technique, je parle parce qu'il y a plein de normes techniques en informatique, mais de normalisation de qu'est-ce que c'est qu'un objet acceptable pour la société. Donc l'ordinateur particulier, l'ordinateur de style professionnel, etc. De la même façon, on devrait pouvoir normer la dimension comment dire. Alors je parle de consommation, mais on peut la masse aussi de ces choses-là. Souvent, la masse, c'est un très, très bon indicateur de l'impact d'à peu près n'importe quoi. Tout à l'heure, on parlait des voitures qui sont énergétiquement plus efficaces, mais comme elles sont plus lourdes,
eh bien, elle consomme cette énergie à déplacer plus de masse. La masse, c'est vraiment un indicateur extrêmement simple de qu'est-ce qui et de cette manière, la masse de tout ce qu'on manipule, directement ou indirectement, est un super indicateur par rapport à des sociétés qui sont beaucoup plus sobres, qui manipulent moins de matériel. Donc, je pense qu'il faut ramener le monde du numérique. C'est pas du tout du virtuel, tel qu'on le présente souvent. C'est quelque chose d'extrêmement concret. Il faut le rematérialiser et l'exprimer en termes physiques courants qu'on applique à plein d'autres choses. Donc c'est des mètres cubes, des kilos, c'est des quantités de ce genre-là. Une donnée sur laquelle on pourrait peut-être agir, encore faudrait-il savoir comment, c'est la durée de vie, surtout la fréquence de renouvellement des équipements. Là, il y aurait sûrement un levier d'action de poids. Aujourd'hui, pour les téléphones portables, on en a quoi? 1 an, 2 ans d'utilisation avant changement? Alors, on pense que c'est plutôt dans les 2 ans. Alors, selon les études, c'est 2 ans plus ou moins, quelques mois pour les ordinateurs, les téléphones portables. Pour les ordinateurs portables, c'est un peu plus long, on est plutôt dans les 4 ans. Et là, on pourrait souhaiter de franchir des bonds pour conserver ces appareils beaucoup plus longtemps. Mais ça veut dire on a beaucoup parlé de ce qui était sous-tendu dans beaucoup de choses qui ont été dites, c'était les infrastructures, alors que ce soit techniques ou sociales, qui font que le comportement individuel, il n'est pas autonome, il est dirigé par ces infrastructures. Et c'est pareil pour un ordinateur, ça pourrait fonctionner très longtemps, ça s'use très peu d'une certaine manière. Mais c'est parce qu'il devient de moins en moins adéquat à ce qui est autour de lui qu'il se périme. Mais un ordinateur, c'est inusable. Je provoque un peu en disant ça, mais il n'y a pas de partie mobile, ou presque pas. Ça pourrait vraiment durer très longtemps. Mais parce qu'il y a le substrat qui bouge tout le temps, leur durée de vie est raccourcie. Donc, il y a, à nouveau, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur insister sur le comportement individuel. C'est possible, mais si l'environnement ne le permet pas, ça ne sert à rien. On ne fait que culpabiliser les gens. Oui. C'est pareil, on peut toujours avoir l'injonction, gardez votre ordinateur plus longtemps. Si autour, les réseaux changent, les applications changent, tout change, personne n'y arrive. Donc c'est pour ça que je pense plus réglementation, mais par exemple, tout à l'heure, vous aviez le volet contexte juridique. Là, c'est ça, la réglementation. C'est le contexte juridique qui va permettre des choses et permettre que les injonctions envers les particuliers soient sincères, parce que si on a trop d'injonctions qui ne sont pas sincères. On y reviendra sur ces limites de l'action à une échelle individuelle. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes avant de laisser la parole à la salle. Christophe Gay, vous posiez la question ce matin en réaction aux propos de Bruno Villalba des imaginaires à construire. Dans ce livre dont vous êtes le co-auteur, Pour en finir avec la vitesse, que vous avez apporté d'ailleurs, vous vous livrez à cet exercice de projection, en tout cas de scénario projectif. Je crois que c'est Horizon 2050, de ce que pourrait être une ville, un pays, dans un scénario idéal, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Quelles sont les pistes d'action qui permettent d'arriver à ce scénario? Et puis peut-être qu'Emmanuel Munch, je voudrais compléter. Je me dis que dans le travail que vous menez et les entretiens auprès des Cheetah Slow, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à aller chercher là du côté de l'imaginaire qu'essaient de susciter ces villes et qui peuvent venir alimenter notre réflexion. Alors, oui, donc le livre, c'est Pour en finir avec la vitesse. En fait, il reprend très largement les thématiques qui ont été abordées dans le cadre de cette table ronde. Nous, on est persuadés, alors Emmanuel le posait comme étant l'hypothèse du programme de recherche, au Forum Vie Mobile, ça fait de nombreuses années, en fait, depuis qu'on a mené l'enquête sur les aspirations à ralentir à une vie en plus grande proximité, nous sommes persuadés qu'il y a une très forte convergence entre les enjeux climatiques, puisqu'ils sont liés donc à l'augmentation de la quantité d'espace franchi, donc de kilomètres franchis, en émettant des gaz à effet de serre, et l'aspiration au ralentissement et à la vie en plus grande proximité. Et donc le scénario, on a cherché dans ce livre, au-delà de l'analyse des phénomènes qu'on vient d'évoquer, à essayer de se dire mais comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Donc dans ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est un récit imaginaire, mais il est fondé sur un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres réalistes. Donc au fond, si on va très vite, c'est fondé autour de 3 ordres de paramètres. Un premier paramètre, c'est considérer qu'on ne va pas s'en sortir, et ça a été, montré tout à l'heure dans la première table ronde, on ne va pas s'en sortir uniquement en ce qui concerne les déplacements par l'efficacité énergétique.
Pour le dire d'un mot, le passage de la voiture à la voiture électrique ne suffit pas à résoudre les problèmes de déplacement. Des chercheurs anglais ont fait un travail qui montre que, en gros, il y a 40 à 60% des kilomètres aujourd'hui effectués en voiture, même électriques, qui doivent être évités. Alors, éviter, ça veut dire deux choses, en fait. Ça veut dire soit passer à des modes non carbonés, transport collectif, marche, vélo, mais ça veut dire aussi, au fond, qu'il faut réduire les distances. Parce que vous l'avez compris, c'est la vitesse qui permet, au fond, la dispersion des activités. Et donc, notre premier vecteur de réflexion dans notre monde de 2050, c'est dire qu'on a agi sur la quantité de déplacement. Et donc, ce qu'on propose, alors, voilà, c'est de dire on pourrait penser à instaurer un système de rationnement des déplacements à partir de crédits carbonés. Voilà, et ça, donc, bon, je ne développe pas ce point, d'autant qu'on est en train de réfléchir à la manière de l'expérimenter. On a déjà fait un travail avec des étudiants sur cette question. Je ne le présente pas comme la panacée, mais en tous les cas, on sait qu'il faut ralentir les déplacements, et un moyen de le faire, c'est les crédits carbonés qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus efficaces que la taxe carbone, selon nous. Mais bon, voilà, tout ça mérite d'être testé et expérimenté. Donc ça, c'est un premier vecteur. Alors, on peut l'accompagner de tout un ensemble de travail sur des indicateurs. Par exemple, il nous semble qu'il faudrait que les entreprises passent à la comptabilité carbone, de manière à ce que la prise en compte des déplacements dans la création de leur chaîne de valeur, mais aussi évidemment dans les déplacements de leurs salariés, soit prise en compte, et de manière à aller vers une réduction. Et puis on peut aussi réfléchir à des nouveaux indicateurs. Aujourd'hui, vous savez que le PIB est construit autour d'indicateurs qui valorisent la quantité de kilomètres effectués. Plus il y a d'accidents, meilleur c'est. Et donc il nous semble que des indicateurs qui prendraient en compte la santé, le bonheur, le niveau d'éducation, l'intensité carbone des activités seraient beaucoup plus aptes à permettre de piloter l'activité pour aller dans le sens de la décarbonation de nos vies. Alors, deuxième grand vecteur d'action, il rejoint les aspirations citoyennes. C'est au fond cette idée qu'aujourd'hui on a des territoires qui sont construits en particulier par la vitesse de communication physique et numérique, et que il faut effectivement permettre de réduire les distances, et donc ça, il faut faciliter des déplacements en plus grande proximité. Donc nous, on postule un monde dans lequel on aura remis en cause la mégalopole de l'Île-de-France, qui concentre aujourd'hui énormément d'activités, d'habitants, et qui génère des temps de déplacement extrêmement importants, et dont 50% des gens qui y vivent actuellement voudraient s'en échapper. Donc on postule pour que ça soit possible, et donc de réorganiser des territoires à l'échelle française, beaucoup plus polycentrique, dans lequel on aurait des pôles de vie qui réuniraient, un peu à l'image de ce que dit Moreno sur la ville du quart d'heure, des activités de commerce, de services écoles, services administratifs de base, des activités économiques, des activités sociales, bien sûr, se réunir, avoir des activités culturelles, et puis des activités liées à la fréquentation des espaces verts et des univers sportifs. Voilà, donc on pense que c'est intéressant de réfléchir à une réorganisation spatiale autour de ce type d'une plus grande autonomie d'espaces plus petits. Donc deuxième grand vecteur donc, de réflexion. Et puis le troisième paramètre, c'est aussi quand même permettre d'avoir... on va pas se passer 100% de déplacement, bien sûr. Donc l'idée, c'est bien de favoriser des déplacements décarbonés. Donc il s'agit d'avoir un véritable système alternatif à la voiture. Et là, pour ce faire, il nous semble qu'il faut vraiment... à la fois créer les conditions d'un véritable développement des systèmes de transport actifs, la marche, le vélo, à toutes les échelles, sur tous les types de territoires. On pense toujours à ça pour les métropoles, mais les espaces périurbains et même les espaces ruraux sont concernés. Et il nous semble que de ce point de vue-là, il y a une mesure très simple qui pourrait être mise en œuvre. La France, aujourd'hui, possède un des plus grands réseaux autoroutiers. Il y a à peu près 17 km de route par personne. En Allemagne, c'est 2 fois moins. En Grande-Bretagne, c'est 3 fois moins. Donc il nous semble que ça serait certainement possible de socialiser immédiatement une partie de ce réseau routier et de le mettre à disposition des pistes pour mettre en place des circulations à vélo et voire pour la marche. Mais tout ça doit être interconnecté fortement avec des dispositifs de transport collectif, ferrés, routiers, en tous les cas de manière à socialiser les déplacements. Aujourd'hui, il faut savoir que le taux d'occupation des voitures
est en réduction constante et il est passé de 1,2 aujourd'hui. Un en Ile-de-France pour aller au travail, une personne par voiture. Donc l'enjeu de la socialisation des déplacements par le retour à des modes de transport collectifs, de manière à créer des chaînes de déplacement facilitées, nous paraît absolument indispensable. Voilà. Merci. Pour aller très vite. Vos questions dans un petit instant, mais donc Emmanuel Moon, je reviens sur ces cheetah slow. Est-ce que vous aimeriez partager certaines... ce qui pourrait être des pistes d'inspiration dans la façon dont ces villes construisent un récit, un imaginaire, une philosophie autour de la lenteur? Est-ce qu'il y a dans leur argumentaire quelque chose qui pourrait rejoindre la question qui était posée ce matin d'un futur un petit peu plus désirable que les catastrophes annoncées? Oui, je pense que c'est quand même intéressant d'essayer de faire l'effort intellectuel de trouver ce qu'il y a de sympathique dans la transition écologique. Et du coup, là, plus tant sur la philosophie des cheetah slow, mais vraiment des éléments empiriques qui sont le fruit de mes enquêtes, mes échanges avec des gens sur le terrain. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ralentir pour ralentir, ça ne sert à rien. C'est ralentir parce que ça permet d'accéder à quelque chose en ralentissant. Et quand je posais cette question, pourquoi vous ralentissez, que ce soit aux élus ou aux citoyens que je rencontrais dans ces communes, ce qui revenait de façon systématique, c'était l'idée que ça permettait justement de prendre le temps d'échanger avec ses voisins, les gens qu'on croise dans la rue, l'idée de convivialité. Et c'était vraiment un résultat qui était systématiquement mentionné. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant comme univers de désirabilité qu'on est effectivement... on parlait ce matin de l'idéal démocratique qui est en lien avec l'individualisme. Peut-être qu'un de ses contrepoints, c'est justement le fait qu'on n'a plus trop de rapport avec les autres. Et peut-être que ça peut être quelque chose de recherché, de souhaité par les gens. Et donc si ralentir, ça permet de retrouver de la convivialité, peut-être que c'est un projet qu'on peut énoncer de façon... un peu plus séduisante. Et je pense que c'est intéressant aussi de faire le parallèle avec une autre étude qui avait été menée maintenant il y a presque une dizaine d'années, enfin aussi commandée par l'ADEME, là plus sur ce qui se jouait à l'échelle des politiques publiques, des collectivités, mais des ménages. Et l'objet du travail de recherche, c'était de s'intéresser à quelles sont les stratégies individuelles qui sont mises en place par les ménages pour ralentir. Donc là, les tactiques du quotidien, pour souffler un peu, avoir le sentiment de reprendre du contrôle sur son temps. Et ce qui revenait, c'était un peu cette idée aussi de convivialité, mais alors plus forcément avec la sphère sociale de la vie en ville, mais avec sa famille, ou voire même avec les choses, les objets, avec la cuisine qu'on touche. De convivialité, c'est l'idée de proximité. On rejoint cette idée qu'il y a une relation entre la proximité temporelle et spatiale. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de se dire que s'il y a un intérêt à ralentir, et là, je suis quand même un peu obligé pour les gens qui n'auraient pas forcément lu les travaux d'Hartmut Rosa, de vous dire que si vous vous intéressez à ces problèmes d'accélération sociale, il y a un bouquin qui s'appelle Aliénation et accélération, et qui résume quand même très bien la complexité de tous les enjeux qu'il y a derrière. Et son deuxième bouquin, quand il dit OK, j'ai fait le constat de l'accélération, son deuxième bouquin, il ne s'appelle pas Décélération comme nous dans notre projet de recherche, il est plus fut-fut, enfin, il écrit des bouquins, donc c'est normal. Ça s'appelle Résonance. Et donc, vous voyez que là, quand je parle de convivialité, c'est une forme de résonance collective. Quand on fait la cuisine, qu'on prend le temps, c'est une résonance, nous, avec les choses, la matière. Donc là, il y a quand même, je pense, un imaginaire aussi qui peut être plus séduisant que simplement l'univers de contraintes. Et puis là, c'est moins, poétique, ou je ne sais pas, encore que voilà, l'idée de résonance. Mais il y a quand même un élément que moi je trouve intéressant, qui est mentionné en 1932 par quelqu'un qui s'appelle Bertrand Russell, et il dit en gros qu'on vit dans une société où avec les gains de productivité, en fait, on ne sait que faire 2 fois plus d'épingles plutôt que de faire autant d'épingles en moins de temps. Donc il y a toujours ce choix-là qui est fait en fait par les gains de temps qui sont proposés, de les réinvestir en prospérité matérielle. Et donc là, c'est pas un imaginaire, mais c'est vraiment une conception du monde, quoi, qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas autant d'épingles qu'avant? Il y avait assez d'épingles, c'est très bien. Et puis on aurait du temps. Alors du coup, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Est-ce qu'on le mobilise pour refaire un autre type d'épingle dont on n'aurait pas besoin? Ça, c'est encore un autre débat. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi sur les besoins. Au-delà de ce qui est souhaité, souhaitable en termes de marge de manœuvre, de choix et d'individualité, de quoi on a besoin collectivement. Et puis il y a peut-être juste un dernier chiffre que je trouve très, très parlant, et après je m'arrêterai. Au début
quand on compare la prospérité matérielle en termes de richesse et la prospérité temporelle en termes de temps libre entre le début du XXe siècle et maintenant, en fait, on a 7 fois moins de temps aujourd'hui qu'au début du siècle. Dit autrement, le temps est 7 fois plus rare. Dit autrement, le temps est 7 fois plus cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 11 fois plus de revenus à panier de biens constant, comme ça fait les économistes. Par contre, on n'a que 1,5 fois plus de temps libre. Donc, effectivement, le temps libre n'a jamais été aussi conséquent, mais par contre, par rapport à la richesse matérielle et économique qu'on a connue, la richesse en termes temporels ou la disponibilité temporelle a très, très, très faiblement augmenté. Donc ça, moi, je trouve que c'est un chiffre qui est assez parlant pour expliquer effectivement le sentiment de manque de temps qui paraît un peu généralisé. Merci Solange Martin, vous vouliez réagir et puis la parole sera à vous. Juste sur la question des imaginaires, effectivement, en termes de réglementation, il y a aussi la publicité. C'est quand même un chantier qui a été ouvert très largement par la Convention citoyenne et sur lequel on va peut-être avoir quelques résultats. En l'occurrence, Entreprises pour l'environnement a sorti un guide de bonne conduite. Donc les entreprises s'engagent un petit peu sur ce chemin. Pour l'instant, on n'en est pas encore au stade de la réglementation, mais peut-être faudra-t-il en passer par là. Mais n'oublions pas la publicité, ce qui est quand même des gens. Donc c'est le métier, justement, d'insister sur... de créer des besoins. Tout ceci est socialement construit. Effectivement, il y a des besoins naturels. Après, la notion de besoin en sociologie, c'est aussi compliqué parce que, désir, besoin, on n'est pas piqué. Voilà, il y a des... Comment dire, c'est très individuel et ça peut être très vite... on peut verser dans la position normative. Donc attention. Et sinon, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, dans le sens où si on change le rapport au temps, on voit bien qu'on change le rapport à l'espace, mais on change aussi le rapport à autrui. C'est-à-dire que ces 3 choses-là vont de pair et qu'il faut les réfléchir en même temps. Allez, le micro circule, le mot de la fin pour Olivier Ridou, et ce sera à vous ensuite. C'est pas vraiment le mot de la fin. C'est pas vraiment une provocation, mais c'est peut-être perçu comme ça, mais je le vois vraiment pas comme ça. Là, quand on parle de crise environnementale, de réchauffement climatique, on parle de quelque chose qui est planétaire. Et là, toute la matinée, on a parlé finalement d'un futur possible pour les pays du Nord, c'est-à-dire en partant des pays du Nord. Et ce qu'on décrit, ce qu'on envisage, c'est quand même souvent un standing qui est nettement plus élevé que tous les pays du Sud, et on va dire une moitié de la planète. Et on a comme une bonne partie de la planète qui est extrêmement lente. Par exemple, l'Afrique est extrêmement lente. Et à quoi sert? Par contre, il passe énormément de temps à la subsistance. Chercher de l'eau, l'alimentation, etc. Et en plus, ce temps est quand même posé sur la moitié de la population, on va dire les femmes. Et souvent les enfants aussi. Donc, il faut quand même faire attention dans la corrélation entre sobriété environnementale et ralentissement. Il n'y a pas de lien automatique. Et en particulier, sur la qualité de vie sociale et la démocratie aussi, il n'y a pas de lien automatique. Et donc là, je pense que quand on pense à un futur souhaitable, il faut imaginer que ça sera un futur souhaitable pour toute la planète. Et comment y arriver? Alors, par le haut et par le bas. Et comment faire que ce soit compatible avec le projet global de modération environnementale. Et souvent, je trouve que ça manque dans la discussion, de se dire c'est quoi le projet global, mais pour la planète, et pas pour Rennes Métropole ou même le Nord, le Grand Nord. Merci pour ce dézoom. C'est vrai que notre réflexion est située géographiquement, socialement. Merci beaucoup à vous 4. J'ai vu au moins une main se lever. Alors, madame d'abord et puis monsieur ensuite. Alors, vous appuyez, oui, voilà. Bonjour. En fait, moi, mon interrogation et aussi mon partage que je voudrais avoir avec vous, c'est que du coup, je suis en relation depuis plusieurs mois avec des collègues sur une association qu'on a créée pour des personnes qui sont privées d'emploi sur le territoire rennais. Et du coup, on travaille depuis 2019 pour une temporalité certaine, c'est de les redonner une dignité et une vie sociale
au plus près de chez eux, avec des activités qui soient en respect avec leur temps qu'ils souhaitent, leur temps choisi, leur vision du champ, de quelle relation ils veulent avoir avec eux-mêmes, avec leurs voisins, et qu'il y a des perspectives d'activité sur tous les aspects que vous avez développés ce matin, déplacement, mobilité, enjeux écologiques. Et du coup, la question qui me pose, c'est que, en fait, il y a plein de solutions qui sont à la porte de chacun, entre ceux qui ont accès, en fait, à une certaine forme de service, d'argent, effectivement, et qui se posent, et que vous avez débattu. Mais il y a l'autre partie aussi qui a conscience qu'aussi qu'ils sont pas dans cette accélération et cette vitesse au quotidien, mais par contre, ils ont une certaine expertise autour d'eux et un décalage de temps, puisque ça fait des années qu'ils sont complètement sortis de ce système, et qu'en fait, eux, ils veulent être acteurs dans ce mouvement, parce qu'il y a une façon de donner aussi un espace à chacun, de pouvoir effectivement offrir une certaine façon d'être. Donc voilà, donc je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, parce que en fait, on s'est rendu compte qu'entre ceux qui sont effectivement à une façon d'être et de réflexion, ils ont certains eu un vécu très rapide dans le fait d'avoir accès à tout, à cette vitesse, à un emploi, à tout, et puis qu'au plus profond, ils aspirent à faire autrement demain avec ceux qui sont acteurs autour d'eux aussi. Vous soulevez la question des inégalités. Est-ce que vous serez là en début d'après-midi, madame, pour... Oui, mais du coup, voilà, sur les impacts, Oui. Je voudrais avoir leur avis des interlocuteurs au moins sur cet aspect-là, parce qu'il y a eu quand même 2 ou 3 mots Oui. sur le pôle de vie. Enfin, il y a eu pas mal d'interrogations quand même, donc ça va amorcer pour cet après-midi. Mais voilà, voilà. je vais les laisser répondre s'ils le souhaitent, mais c'est vrai que cet après-midi, on va vraiment avoir une table ronde sur ces questions de temps, de transition écologique et puis de lutte contre les inégalités. On se posera notamment la question des vécus de la précarité et de ce que ça génère en termes de rapport au temps, de capacité à se projeter. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite réagir aux propos de madame ? Moi, je peux essayer. Enfin, je pense effectivement que ça donne l'impression, le mot-clé avant a été utilisé, que c'est un sujet de bobo, l'accélération, et que moi, je me soucie que des cadres sup parisiens qui transpirent tous les soirs tellement et courent dans tous leurs sens. Et en fait, eux, ils ont réussi leur vie. Ils se plaignent, mais c'est eux qui ont réussi leur vie, et ceux qui sont statiques, ils ont raté leur vie. Mais en fait... Bon, déjà, ça a été dit, c'est clair que effectivement, ça ne concerne pas de la même façon tout le monde. Je sais pas, par exemple, les retraités, je ne suis pas sûr que la question de l'accélération des rythmes de vie, ce soit un enjeu central pour eux. Les gens qui n'ont pas de travail, eh ben, c'est un peu la même logique. Il reste que, et c'est d'ailleurs ce qui est un peu défendu par Hartmut Rosa, que l'idée de l'accélération, c'est un fait social dans le sens où ça concerne tout le monde et que en fait on peut même ne pas avoir de travail, alors je sais pas, par exemple pour placer le sujet sur l'échiquier des inégalités, par exemple un cadre sup parisien qui serait débordé et pour qui le sujet de l'accélération et de la décélération serait un sujet important. Je pense que ça peut être tout autant un sujet important et intéressant pour, par exemple, une mère avec 3 enfants et sans emploi. Donc il y a cette préoccupation relative au temps. Je pense qu'elle traverse toutes les couches de la société. Après, effectivement, elle s'exprime et elle se positionne pas exactement de la même façon selon effectivement qu'on soit plus ou moins inséré dans la société et surtout dans le travail. Moi, je pense que ce qui est central dans ce que vous dites, après, j'essaie de deviner un peu en filigrane ce que vous disiez par rapport à la situation des personnes dont vous parlez, mais
ce rapport au temps, il est grandement construit par rapport au salariat et au temps du travail et la façon dont tous les temps de la vie se structurent autour de ça et la façon aussi dont c'est une valeur centrale dans la société et la façon dont on se représente, qu'on est intégré ou pas par rapport au travail. Et donc, voilà, moi, pour prendre un peu le contre-pied de la critique que vous faites, et je pense qu'elle est tout à fait entendable, moi j'aurais envie de dire, est-ce qu'on ne peut pas se questionner plutôt sur le rapport qu'on a collectivement au travail, plutôt que de dire ceux qui ne sont pas dans le travail, ils ont des problématiques qui sont différentes que ceux qui sont trop dans le travail. Voilà. Mais après, j'entends tout à fait les questions que vous avez. Merci. Puis on pourra continuer cet après-midi sur les inégalités. Il y avait une autre question, je crois, par ici. Et puis on ira manger ensuite, puisqu'on est déjà un petit peu en retard. Dans les présentations, en fait, alors ça a été abordé par petites touches, mais il y a le levier économique qui n'a pas nécessairement été abordé. Alors vraiment en économie aussi de base, c'est-à-dire que moi j'entends, par exemple, sur la dimension écologique, ce qu'on a pu voir, il y a des notions de coûts et de coûts cachés. On a parlé de la techno. Aujourd'hui, effectivement, on double de puissance de transmission sur les autoroutes de l'information, etc., etc. Et d'ailleurs, ce coût est caché et pas répercuté sur l'usage. Ce que vous soulignez, les accélérations, on peut faire effectivement 300 ou 400 km à 34 € en prenant un avion. Donc en fait, déjà, il y a un coût qui n'est pas affiché, la dimension coût écologique ou coût. Et à côté de ça, on est face, pour effectivement faire bouger les lignes, faire une notion de valeur floue. C'est-à-dire que la valeur perçue sur du temps gagné, ça peut être effectivement du temps écologiquement non impactant, je dors, ou le temps, je vais aller faire 3 heures de sport dans la salle qui est à 40 km de chez moi. Donc cette notion aussi de travailler le sujet, en tout cas sur une communication économique, alors je ne parle pas de faire des modèles économiques, mais sur un affichage de communication plus économique peut aussi avoir son sens, parce que quelque part aussi, on parlait effectivement le coût ou la valeur perçue par quelqu'un qui travaille, etc., peut être différente, mais c'est aussi quelque chose qui est intéressant en termes d'affichage. Donc voilà, c'était simplement ce constat. J'ai entendu pas mal de choses, mais le travail sur le levier économique, j'ai pas trop vu de choses dessus. Non, c'est vrai. On n'a pas été exhaustif, évidemment. Voyons, on est déjà même en retard, mais merci pour cet ajout et les échanges pourront se continuer. Alors, Madame derrière, vous vouliez, alors très rapidement, s'il vous plaît. Ouais, le petit, oui, je veux bien. Court. Je voulais savoir qu'est-ce que vous mettez dans la notion de temps libre. On a 3 heures. Si vous pouvez m'aider à définir ce qu'est le temps libre, je veux bien. Non, il n'y a pas de... À ma connaissance, en tout cas, c'est mobile. Toi, tu as peut-être dans les enquêtes de l'INSEE, oui, c'est le défini temps selon libre, c'est un petit peu défini. C'est-à-dire que c'est pas du temps où on s'occupe de tâches ménagères, par exemple. C'est le temps libre. Enfin, le temps de loisir, c'est du temps où vous parlez avec des gens avec qui vous avez envie de parler, ou faites des activités que vous avez envie de faire. Voilà. Et tout le reste, temps de cuisine, prendre son bain. Alors ça a dit, voilà, peut-être que ça peut être du temps de loisir aussi, mais enfin tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène, du travail, des déplacements, de s'occuper des enfants, c'est hors du temps libre. Alors que c'est vrai qu'on peut considérer que le temps libre, c'est quand on n'est pas au travail. Non, on sait bien que voilà, il y a du temps contraint qui est hors du travail. Je voulais juste dire par rapport à votre remarque, Madame, qu'effectivement, même ceux qui ne sont pas soumis à cette accélération en ressentent les effets, ne serait-ce que parce que leur immobilité, entre guillemets, va être ressentie comme encore plus discriminante par rapport à la suraccélération des autres. Donc, de décélérer les uns permettra aussi, par ricochet, de réduire l'écart avec les autres. Et on sait bien qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus duales, en fait, en termes de travail, de revenus, etc. Et que quand je vous dis qu'il faut revoir le rapport à autrui, c'est aussi voilà, ces rapports d'inégalité globaux qui sont à prendre en compte. Merci beaucoup à vous quatre.